J'ai trouvé très intéressant le travail que vient de restituer Richard, notamment dans son avertissement sur attention à l'européocentrisme. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Voilà. L'eurocentrisme, pardon. Et puis, il y a une notion, une catégorie qui intervient dans ce deuxième exposé, qui n'est pas du tout présent chez Laclos. Ce truc, ça s'appelle l'État, l'État-nation. L'État-nation, quand même, il naît quelque part entre 1789 et 1793. Il y a deux choses qui sont lancées, c'est la nation. Et ce n'est pas les États généraux seulement, c'est tout simplement la guerre civile. Hein. C'est la guerre civile en Europe. Et puis il y a un deuxième truc qui s'appelle le citoyen. C'est pas seulement la déclaration des droits du citoyen, c'est aussi le code civil. Le code civil qui est l'équivalence. Le camarade Laclos, la camarade Laclos, le Mouffe vont chercher la notion d'équivalence. Il y a un truc qui s'appelle la marchandise, qui est l'équivalence, mais il y a un truc qui s'appelle la citoyenneté, les droits civils, qui donnent l'équivalence aussi des individus, donc le droit de les exploiter, le droit de les opprimer sans tout à fait les tuer, encore que les premières générations ouvrières ont eu un peu de mal à simplement avoir des enfants. Je suis vraiment furieux sur Laclos et Mouffe. Je veux dire qu'ils empruntent à Althusser une version pseudo-marxiste qui est en réalité structuraliste. Laclos, il ne va même pas chercher de Saussure. Voilà. Et donc, je reviens sur l'État-nation. L'État-nation en Amérique latine, comment est-ce qu'il apparaît? Moi, je découvre qu'en Uruguay et au Chili, il y a un cas particulier. Mais quand même, quand Richard dit Vargas, il négocie avec les différents grands propriétaires des États. On est plusieurs dans cette salle à avoir regardé ce qui se passait au Forum sociaux mondiaux. On est plusieurs dans cette salle aussi à avoir été sur place. C'est un vrai pays continent. L'histoire, elle n'est pas du tout l'histoire européenne. En Europe, il y a eu un truc qui s'appelle comment ça s'appelait déjà? La guerre des religions, un truc comme ça, non? Non, mais je veux dire qu'il y a une histoire très particulière de l'État féodal militaire. Et là encore, Laclos, Mouffe, Carl Schmitt, ils ignorent complètement ces trucs-là. Je suis un peu furieux qu'on puisse faire grand cas d'auteurs qui professent une grande ignorance. Et donc, dans l'histoire de Vargas, dans l'histoire de Perón, évidemment qu'il n'y a pas que la version ils ont quelques droits sociaux dans les villes. Il y a d'abord le fait que c'est l'État qui s'institue à ce moment-là, qui structure, qui réprime tout mouvement ouvrier indépendant. Et là encore, quand on est allé au Brésil, on a bien vu, quand on est allé en Argentine, on a bien vu le rôle des migrants européens, la fonction qu'ils occupent, comment les idées circulent. Dernier point, moi ce qui m'a frappé quand même dans l'apport de Richard, c'est la référence à Germanie et comment, effectivement, il y a une histoire politique très particulière. Tu parles de populisme étatiste, puis comment les mécanismes du populisme étatiste viennent servir la déréglementation et l'intégration plus importante au marché mondial. Mais je vous signale que nos États-nations, depuis ce qu'on appelle le néolibéralisme, ils ne s'affaiblissent pas du tout, ils se transforment complètement. Pour la même fonction, sortir des encadrements étatiques, de l'encadrement économique par l'État, qui a été nécessaire quand même, parce que le capitalisme français, il a bien fallu le reconstruire de fond en comble à partir de 1945. Dans l'histoire des échecs dont nous parlait Pierre tout à l'heure, il y a un des échecs qui est l'échec du Parti communiste, qui a cru effectivement œuvrer pour le socialisme et qui a quand même s'est impliqué, a été un acteur actif de la reconstruction du capitalisme en France. En corollaire, si le Parti communiste aujourd'hui est
en train de mourir, c'est quand même d'abord et avant tout parce qu'il est passé à côté de mai 68. Même s'il a eu un regain d'intérêt, d'importance dans la jeunesse, même s'il a pris complètement la mesure, par exemple, de ce qui se passait dans les banlieues, même s'il a pris complètement la mesure de l'importance du mouvement de libération des femmes, et pas seulement du féminisme. Donc qu'on ne nous vienne pas nous dire que l'échec que nous avons aujourd'hui, c'est l'échec d'un mouvement ouvrier qui aurait été ce que décrit Laclos et Mouffe. C'est carrément de la falsification. Il y a un élément qui me semble important dans ce qu'on appelle le gétoulisme, c'est-à-dire le système Vargas au Brésil, c'est les syndicats. Getúlio Vargas a pris bien soin d'alimenter le syndicalisme brésilien dans une logique corporatiste. Et ça a été déterminant, et c'est encore déterminant sur ce qu'est le mouvement syndical et le mouvement social au Brésil. Ça, c'est un truc que tu as oublié de préciser. La deuxième chose historique qui me semble important à dire, c'est que Getúlio Vargas, donc, qui a pris le pouvoir en 1930, a pris le pouvoir évidemment contre une élite, hein, une élite pauliste, etc. Ceci dit, jusque dans les années, disons, à la fin des années 40, jusqu'à la fin des années 40, c'est comme ça te va ? Ouais. Jusqu'à la fin des années 40, on pouvait considérer Getúlio Vargas comme un homme de droite, ce qui n'était plus le cas après. Hein, après, ce qui est étonnant, justement, le populisme, et ça rejoint le débat sur le populisme qui peut être de droite et de gauche, on peut considérer que Getúlio, à partir des années 50, est un homme de gauche qui a mis en place un système politique qui s'appelle le travaillisme, donc qui à la fois s'appuie sur des concepts de gauche, ouvriéristes, etc., et en même temps autoritaire. Dernière précision historique, c'est pas une dictature qui a renversé Getúlio Vargas. Getúlio Vargas s'est suicidé en 1954 et il y a eu un certain nombre de présidents de la République qui lui ont succédé, qui étaient gétulistes tous, et il a pris ces différents régimes ont pris une tournure très à gauche, et s'ils ont été renversés, c'est sur le fait qu'ils avaient un réel projet de réforme agraire, et c'est là-dessus qu'ils ont été renversés en 1964. Il s'agissait un président qui s'appelle Jean Gaulle, et donc effectivement le gétulisme a été renversé en 1964, hein, au moment de la mise en place de la dictature, mais ce n'était pas Getúlio lui-même qui était au pouvoir, et c'était les régimes entre 58, on va dire, et 64 étaient des régimes authentiquement de gauche, tout en étant gétuliste. Moi j'ai trois petites choses, d'abord des précisions sur justement le processus national populaire. Tu as dit tout à l'heure que les couches populaires sont mobilisées et actives. Et moi, j'aurais bien aimé savoir si elles sont actives, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans ce processus en tant que force de proposition, ou alors est-ce qu'elles sont simplement ciblées par par ceux qui mettent en place ce processus. Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'était... c'est pas vraiment une question, c'est juste une réflexion que j'avais par rapport à la fois ton intervention, Richard, et puis celle de tout à l'heure de Jacques, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au sujet justement de l'usage des mots, je trouve ça vraiment important de revenir un tout petit peu là-dessus, et on voit comment la manipulation peut être faite entre les mots qu'on utilise, qui sont d'un usage finalement qui passe dans le vocabulaire commun, et puis ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire tout à l'heure tu parlais de signifiant flottant, c'est ça, donc quel mot on met, quelle signification on met derrière les mots nation, derrière les mots fraternité, etc., et puis en utilisant ces mêmes mots, finalement on peut aussi bien en faire des dictatures que essayer d'émanciper les peuples. Donc voilà, et j'en ai pour preuve que hier j'étais à une conférence
un peu spécial aussi sur le lien entre société civile et armée. Et alors, ces militaires n'avaient que les mots valeur, n'avaient que les mots fraternité, nation à la bouche. Mais je me demande, enfin, et on n'a pas été jusque-là dans la discussion, enfin, ils n'ont pas été jusque-là, mais tous ces mots qu'on utilise, comment finalement ils peuvent tous nous séduire, mais à titre différent et dans des objectifs, avec des objectifs différents. Oui, j'ai été très étonné et stimulé par le fait que, Richard, tu classes les leaders libéraux des années 80-90 dans le populisme. Tu l'as mis dans cette chose, dans les mouvements nationaux populaires. Et c'est la première fois que j'entends ça, et donc ça m'intéresse. 80-90 tu dis. Oui, non, je ne sais pas ce que en date, mais j'ai. Bon. Enfin, je pense que tu fais allusion à Fernando Collor, par exemple. Oui, Menem, voilà. Fujimori est un vrai populiste et il a tout bradé. Ok, parfait, on y est. Donc voilà, ce qui nous intéresse, alors ça c'est la première fois qu'effectivement je le vois caractérisé comme populiste et donc c'est intéressant. La question que je me pose à partir de ce moment-là, quel a été le phénomène de cristallisation de diverses demandes sociales dans ce projet politique qui est arrivé? C'est la question que je me pose. Comment on l'analyse avec les lumières, je dirais, du populisme selon Laclos et Mouffe sur ces phénomènes-là. Et la deuxième question nous ramène immédiatement aujourd'hui au phénomène Macron. Phénomène Macron, on peut s'interroger aussi à ce moment-là. On a aussi l'affaire, pourquoi il émerge? Il émerge dans un contexte de crise politique absolue, c'est net. Et puis on retrouve dans son mouvement des traits qui sont relativement les mêmes que ceux que l'on voit. C'est-à-dire la culture du chef, quelque part. C'est lui qui est compétent, c'est lui qui nomme les référents thématiques des différents sujets à aborder. Et finalement, si on classe Macron maintenant dans le populisme, c'est intéressant, il n'y a plus que nous en anti-populiste aujourd'hui. Et c'est peut-être une réflexion politique qu'on doit avoir sur un projet d'émancipation. J'ai bien écouté, à aucun moment, à moins que j'ai eu des difficultés à l'entendre, je n'ai entendu le rapport au phénomène du racisme. Or, tu as bien commencé en disant qu'il ne faut pas avoir une préjugé européocentrique quand on regarde l'Amérique du Sud. Pour ma part, je suis allé plusieurs fois au Chili. La première fois où j'étais, j'ai mis longtemps à découvrir que ceux qui étaient trop marqués d'être des Indiens, parce qu'il y a aussi des métis qui sont très marqués ou pas, là, on ne les voyait pas dans un certain nombre d'endroits. Mais que par contre, quand il y avait les gens qui partaient pour travailler de nuit dans des bus ou qui revenaient le matin après avoir travaillé la nuit, ils étaient tous quand même des Indiens. Voilà. Ils étaient tous des Mapuches. Plus ou moins purs, mais globalement. Là, les réactions de classe, quand on prend les films de 73, les réactions de classe d'une partie des pinochettistes sont des réactions en même temps de race. Et la place de la question indienne, de la question de race, dans des pays qui ont été construits avec des pouvoirs politiques européens qui se sont stabilisés, moi c'est une question qui me tracasse. D'autant plus que pendant quelques dizaines d'années, l'école des Amériques qui formait les officiers de diverses armées d'Amérique du Sud arrivait à avoir des armées qui étaient disciplinées pour le gouvernement de droite et les Américains et leurs décisions communes. Et puis à un moment donné, la question indigène, visiblement, devient quelque chose d'assez peu contrôlable, y compris par les dirigeants américains. Et il y a un phénomène nouveau. Et je voudrais savoir comment ça joue par rapport... Parce que je ne vois pas comment on peut être... Comment avoir une prise populiste sur un pays sans mêler les gens qui ne devraient pas y être. Comment se fait le tri de ceux qui soutiennent et de ceux qui devront être soumis? Sincèrement,
je n'ai pas assez voyagé en Amérique du Sud pour comprendre, et donc je pose la question à quelqu'un qui connaît bien. Non, mais je connais un peu Péronne. Alors, que ce soit un dictateur, ça fait pas l'ombre d'un doute. Que ce soit un homme de droite, alors que toute une partie de la gauche et une partie de l'extrême gauche, je connais même un voisin du 3e étage, ici même, qui était Tupamaros, Monteneros, pardon, c'est les... le fait est que ces dictateurs ont fait beaucoup de choses positives pour les populations les plus pauvres. Mais en même temps, sans que les dites populations aient en quoi que ce soit le droit de s'exprimer. La difficulté du partage entre le populisme de gauche et le populisme de droite, dans le cas précis, en dehors du fait que c'est de toute façon c'est dictatorial, la différence n'est pas aussi évidente que ça. Pour suivre ce qu'a dit Pierre là, tu as parlé de la question de la formation des armées locales et militaires. Et je crois me souvenir, en fouillant dans mes vieux souvenirs, qu'à l'époque, dans les années 70, les armées sud-américaines venaient aussi se former en France, à l'école militaire des Invalides. Et parce que là, le relais a été passé entre la domination purement économique de Nana, etc., à l'expérience d'un pays qui avait eu des colonies. Et donc, je crois que là, il faut... Les conseillers militaires français voilà, les conseillers au service de l'armée, les officiers argentins, des Invalides, etc., et le matériel militaire français, etc. Donc là, il y a eu un passage de relais entre la domination américaine et puis l'expérience coloniale de la France. Je vais partir de la question des États. Alors, comme je l'ai indiqué un peu en introduction, elle se pose différemment selon les pays. En fait, il y a des réalités très différentes parce qu'il y avait aussi des réalités en termes d'origine sociale différentes. Bon, il y a eu les indépendances et en fait, donc la plupart des pays, c'était donc on a créé des États, mais qui étaient extrêmement avec des compétences extrêmement limitées en fait, limitées donc aux principes régaliens des États et de toute façon l'essentiel c'était d'assurer donc les intérêts des bourgeoisies, des oligarchies et donc et puis un bipartisme. Voilà. Et puis donc des États donc qui ne tenaient absolument pas compte effectivement des réalités sociologiques des pays. C'est-à-dire que par exemple si on prend la Bolivie, où aujourd'hui donc il y a un État plurinational inscrit dans la convention, dans la Constitution, pardon. Il a fallu effectivement attendre l'élection de Morales pour que la Constitution inscrive donc reconnaisse effectivement qu'il y avait 55% de la population indienne. Et par ailleurs, ce qu'on peut dans le bilan qu'on peut tirer donc des expériences progressistes de ces 15 ou 20 dernières années en Amérique du Sud, c'est d'avoir construit les États ou les renforcer. C'est-à-dire par exemple, c'était clairement inscrit dans le programme de Morales, c'était de construire l'État. Puisqu'on avait des États qui étaient complètement, qui n'avaient pas de, à part de réprimer et puis où se succédaient donc des dictatures, des coups d'État et autres, mais il n'y avait pas d'État qui intervenait sur le territoire. Et donc effectivement, avec des expériences populistes de Vargas et de Perón, il y a un État qui se renforce. Et c'est notable par rapport à ce qui s'est produit, depuis les indépendances. Hormis, effectivement, j'ai dit, par exemple, en Uruguay, où là, on avait un État quand même qui ressemblait vraiment à un État européen, y compris avec
une forme d'État-providence, hein, parce que ça n'existe pas vraiment en Amérique latine, mais par exemple, Germany, justement, considère que les périodes où il y a eu un peu un gouvernement, un État-providence, ça a été au moment des populistes, c'est-à-dire au moment où Perón était au pouvoir et au moment où Vargas était au pouvoir, Vargas et ses successeurs jusqu'en 64. Hein. C'est-à-dire que, donc, effectivement, il y a une coïncidence, c'est-à-dire que les populistes ont renforcé les prérogatives, l'intervention de l'État, hein, l'intervention de l'État, sans remettre en cause les intérêts des bourgeoisies, des oligarchies, notamment terriennes et autres. Donc, après, donc, par rapport à l'encadrement des syndicats, donc, bon, Rémi, tu as parlé, donc, Vargas, effectivement, bon, ça, c'est la même chose en Argentine, hein, c'est-à-dire que, donc, il y avait, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, répression des syndicats, donc, dirigés par les communistes. Il s'agissait, effectivement, d'encadrer pour éviter absolument les grèves. Il n'y avait pratiquement pas de grève, ou quand elles existent, elles sont fortement réprimées, c'est-à-dire que c'est l'État qui veut contrôler, et on développe effectivement un syndicalisme corporatiste, hein, et dont on peut encore voir aujourd'hui les conséquences, hein, c'est-à-dire que par exemple même le positionnement de la CGT qui reste péroniste avec le gouvernement Macri, et c'est impressionnant, hein, c'est-à-dire ils sont divisés, hein, et puis aussi la structure du syndicat, c'est-à-dire que quand on voit quand même responsable de la CGT péroniste est un chef d'entreprise du transport, hein. Donc mais oui, et il a remplacé son père, hein. Donc voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le péronisme a formaté quand même la forme de syndicalisme qui se poursuit. Bon, même si au début des années 90, donc il y a eu avec la création de la CTA, et ils ont cherché à sortir un peu de ce cadre-là, mais bon, la CTA, elle est également très influencée par le péronisme. Oui, alors sur la question de national populaire, oui, donc c'est plus effectivement, donc la différence entre populisme et nationalisme populaire. Bon, populisme, on demande au peuple d'acclamer un peu le leader, d'être plus ou moins docile, mais il y a moins de participation active que dans le cadre du nationalisme populaire. Bon, par exemple, on peut prendre l'exemple du Venezuela, où en 2002, quand il y a eu le tentative de renversement de Chavez, donc ils ont mis en place les programmes sociaux, et là les classes populaires ont joué un rôle extrêmement actif dans la mise en place de las misiones, les programmes sociaux, hein, donc au niveau éducatif, la santé et autres. Et donc, avec une participation plus spontanée, la distinction aussi qui est faite, c'est au niveau des libertés, hein. C'est-à-dire que, bon, donc que ce soit le péronisme et le gétulisme étaient vraiment extrêmement, donc on parle de totalitarisme, un peu de dictature, c'est-à-dire où les libertés étaient vraiment très restreintes. Là, dans les régimes nationaux populaires, il y a quand même des formes de démocratie politique beaucoup plus avancées. Bon, y compris, il y a le multipartisme, c'est-à-dire que quand même, Vargas, il avait interdit les partis politiques, hein, quand même. Donc, et Perón aussi, hein, donc on n'est pas dans le même système. Et alors, effectivement, donc, au niveau des avancées sociales, ben oui, dans l'inconscient collectif de la classe ouvrière
argentine. Encore aujourd'hui, quand on discute avec les syndicalistes, ça m'arrive régulièrement parce que moi je participe aux rencontres de l'économie des travailleurs, donc ce qui coordonne un peu les récupérations d'entreprises, hein, donc où il y a récupération d'entreprises par les travailleurs, et donc il y a nombre d'ouvriers, de travailleurs qui sont impliqués dans ces expériences, qui se réclament encore du péronisme. Et donc parce que ça a été l'âge d'or du progrès social, des avancées sociales, donc les congés payés pour la première fois, les conventions collectives, la sécurité sociale, la protection sociale. Le salaire Oui, minimum. oui. Voilà. Après, alors, les populistes des années 90, oui. Donc effectivement, mais là c'est souvent ça a à voir avec le discours. Alors on sait que quand on essaie de caractériser le populisme, la question du discours, elle est très importante, hein. C'est-à-dire que c'est arriver donc à saisir un peu l'émotion du peuple, hein, plutôt que faire appel à sa raison, hein. Et donc, que ce soit, par exemple, Menem, effectivement, il a mené une campagne clairement populiste en faisant exactement l'inverse de ce qu'il avait promis. Bon. Et Fujimori, au Pérou, c'était pareil. Et on pourrait continuer l'énonciation. Enfin, c'est-à-dire que donc il y a effectivement eu il s'agissait donc d'ouvrir donc les économies donc à la mondialisation. Donc ça a entraîné donc la fermeture de beaucoup d'entreprises du tissu industriel. Bon, par exemple au Brésil, on l'a vu avec Collor et Cardoso, quand il y a eu des dizaines de milliers d'entreprises industrielles qui ont fermé, avec l'ouverture des marchés, donc l'ouverture du marché intérieur donc à l'international. Et pour terminer, sur la question du racisme et de la ségrégation. Ouais. Alors, là, c'est pareil, elle se pose différemment selon les pays. Hein, c'est-à-dire que donc, en Uruguay, ils ont complètement éliminé donc, les Indiens. Bon, en Argentine, pour une bonne partie aussi. Au Chili, pareil. Hein. Donc, effectivement, donc c'est une population d'origine européenne, et donc ces leaders, les populistes, ils se sont adressés essentiellement à ces populations d'origine européenne qui constituaient la classe ouvrière. Et encore aujourd'hui, les Mapuches, ils sont complètement exploités. Bon, en plus, ils ont le malheur de résider dans les zones où l'extractivisme se développe, et donc ce qui provoque des conflits énormes. Et donc il y a toujours eu effectivement un système un peu de ségrégation. Alors, par ailleurs, quand on ne reconnaissait pas les Indiens, on a essayé de les assimiler donc à des métis. Hein. C'est-à-dire, par exemple, dans la constitution péruvienne, il n'y avait pas d'Indiens. Au Pérou, il n'y a pas d'Indiens, c'est bien connu. Hein. Il n'y a que des métis. Et donc, il n'y a pas lieu de faire une différenciation donc, entre les populations. Alors que la constitution bolivienne, elle reconnaît donc 36 nationalités différentes, hein, dont 34 d'origine indienne.